Merci de nous suivre. Bienvenue dans Crise et Identité. Sous le soleil des indépendances, l'Afrique est devenue en un demi-siècle le continent où le nombre de victimes du fait des conflits armés est le plus élevé au monde, même si les foyers de conflictualité sont en net recul depuis quelques années. Malgré cela, l'Afrique traîne l'image désastreuse du continent des conflits et de l'extrême insécurité. Une conflictualité qui peut prendre des formes multiples. En général, ce sont des conflits armés qui diffèrent selon leur intensité, leur durée et leur extension territoriale. Durant les 60 dernières années, l'Afrique a goûté aux affres des conflits infranationaux, internationaux ou régionaux. Comment expliquer cette propension des Africains à régler leurs différends par des modes de régulation violents? Pour en parler, nous recevons un sociologue universitaire, Aimé Etcheli. Il est enseignant-chercheur à l'Université de Lomé, directeur du Centre panafricain de recherche sur la sécurité, la paix et le développement. Alors, merci, cher professeur Etcheli, d'avoir accepté notre invitation et de participer dans cette émission. Voilà. Tout le plaisir est pour moi. Pour comprendre ce phénomène-là, il est de bon ton de commencer par définir ce que c'est qu'un conflit. Alors, il faut reconnaître que la notion de conflit est très complexe, aux dimensions difficilement saisissables, et tous ceux qui, que ce soit les chercheurs, les analyses qui l'abordent, ont une image propre. Et certains mettent l'accent essentiellement sur son rôle et son importance dans le changement social. D'autres, par contre, insistent davantage sur son rôle dans la régulation et dans l'intégration sociale. D'autres, par contre, insistent davantage sur son caractère pathologique et le considèrent comme une maladie sociale. C'est vous dire que nous n'avons pas une compréhension universelle du conflit. Et donc chacun essaie de le définir dans la perspective théorique dans laquelle il se situe. Bien évidemment, pour les besoins donc, de cet entretien, je vais tout simplement définir le conflit comme une manifestation des antagonistes entre des individus et des groupes sociaux défendant des valeurs, des idéologies, des intérêts divergents et qui essaient d'instaurer une forme de rapport de force. Voilà, si vous voulez, une définition minimale du conflit pour nous permettre quand même de cerner ce phénomène. Il faut dire que le conflit est un élément constitutif des interactions sociales. Alors, est-ce qu'on peut en conclure que c'est une fatalité humaine? Il y aura toujours des conflits. Les conflits existeront toujours, ça a existé, ça continuera d'exister, puisque dans nos sociétés, il y a différentes idéologies, différents intérêts qui se manifestent. Et donc, la rencontre de ces différentes idéologies, valeurs et idées conduit indubitablement au conflit. Le conflit, comme je viens de le dire tantôt, est considéré comme un facteur d'évolution, de progrès. Ça dépend de la solution qu'on apporte justement à ce conflit. Et donc, le conflit existera, il existera toujours, que ce soit dans les civilisations anciennes, et dans notre civilisation également, le conflit est omniprésent dans la vie de toute société. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez les perspectives théoriques. Mais dans ces perspectives théoriques, il y a des dimensions philosophiques. On l'a vu avec le philosophe Thomas Hobbes, qui parle de l'animalité de l'homme. L'homme qui est un animal social, l'homme est un loup pour l'homme. Ou Jean-Jacques Rousseau également, qui dit à l'état de nature, l'homme était bon. C'est la société, c'est l'état de constitution de la société qui le corrompt. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à ces conceptions philosophiques et sociologiques? Très bien. Thomas Hobbes l'a précisé.
l'homme est un loup pour l'homme. Et il insiste sur le fait que dans l'état de nature, qui est différent aujourd'hui de l'état de société aujourd'hui, l'homme est souvent gouverné par l'instinct de conservation. Cet instinct le pousse à entrer, bien évidemment, en conflit avec autrui. Et donc, ce qui conduit la société dans une sorte de conflit permanent. Mais étant donné que l'homme est toujours porté par cet instinct de conservation, eh bien, il souhaiterait toujours continuer à vivre en paix, en jouissant, bien évidemment, des délices de la vie. Ce qui va progressivement amener les hommes à signer un contrat social pour éviter cet état de conflit permanent. Donc nous sommes aujourd'hui dans une société civile qui est différente, donc, qui a des droits positifs, qui est différente donc de la société de nature, où c'est le droit de nature qui prime, où tout le monde peut utiliser les moyens qu'il trouve expédients pour atteindre ses objectifs, pour dominer l'autre, soit par la ruse ou par alliance. Alors, ces philosophies du contrat, que ce soit avec Hobbes ou Rousseau, de toute façon, ils aboutissent tous au même constat. Il faut qu'on mette en place d'intérêt général, qu'on mette en place un contrat social dans lequel les conflictualités puissent trouver un espace de régulation. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère, comme vous le disiez, de la société, de l'association. L'homme n'est plus à l'état de nature, mais nous demeurons toujours des loups les uns pour les autres. Oui, bien évidemment, le contrat social qui est établi a certaines règles, a certains principes. Si ces règles et principes ne sont pas respectés, eh bien, l'homme tend vers cet état de nature, bien évidemment. Et c'est ce que nous constatons dans certaines sociétés, dans certains pays, à des guerres incessantes, à des guerres meurtrières. Et donc, je pense néanmoins qu'il y a réflexion à la matière. Concernant justement ce contrat social, son contenu et son application dans la vie quotidienne des citoyens. Alors, les conflits sont des catastrophes anthropiques. Voilà, on sait que des facteurs explicatifs sont souvent convoqués pour expliquer la persistance des conflits dans les sociétés humaines. Quelles sont-elles, professeur? Alors, il faut dire qu'il y a deux catégories de facteurs qui expliquent véritablement la conflictualité. Il y a les facteurs que nous appelons des facteurs structurels et des facteurs conjoncturels. Les facteurs structurels, c'est ces facteurs-là qui rendent le climat propice à l'éclosion d'un conflit. Et les facteurs structurels, c'est les actions et les événements qui, bien évidemment, conduisent à l'éclosion de la violence. Alors, dans les facteurs structurels, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. On peut citer les facteurs historico-politiques, les facteurs liés, bien évidemment, à la conception du pouvoir, à la gestion même du pouvoir, et également des facteurs liés, bien évidemment, aux rapports qui existent dans nos sociétés. Alors, est-ce qu'il survient souvent des cas où on assiste à une combinaison de tous ces facteurs-là? Est-ce que cela ne participe pas à systématiser la violence? Oui, bien évidemment. Ça n'amplifie pas la violence? Non, bien évidemment, un conflit ou bien un facteur structurel peut être un facteur conjoncturel dans une société donnée et vice-versa. Alors, on sait que les conflits, il y a plusieurs types de conflits et certains conflits sont mus par des dynamiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à la dynamique des conflits aujourd'hui en Afrique? On le constate. On voit des conflits qui traversent les frontières, des conflits qui connaissent une certaine contagion dans d'autres pays voisins ou de l'autre côté. Oui, bien évidemment, le conflit, comme je viens de le dire tantôt, n'est pas une génération spontanée. Le conflit naît, évolue dans le temps et dans l'espace. Alors, lorsque le conflit naît,
il y a plusieurs acteurs ou bien d'autres acteurs qui entrent dans cette conflictualité et également de nouveaux intérêts qui émergent. Ce qui fait que ces conflits, avec l'évolution, connaissent des dimensions régionales, transfrontalières et consorts. C'est dire, bien évidemment, que le conflit, une fois né, peut, dans sa dynamique, dépasser les prétentions même de ceux qui l'ont initié. Et donc, c'est ce qui conduit véritablement, des fois, à cette généralisation, à cette transfrontalité de ces conflits. Puisque dans cette dynamique, il y a plusieurs acteurs qui sont intéressés, parce que le conflit procure des fois du pouvoir à ceux qui sont impliqués. Le conflit, bien évidemment, intéresse d'autres acteurs qui peut-être, bien évidemment, ne sont pas les acteurs visibles, mais qui sont toujours dans l'ombre et qui tirent les ficelles. Et donc, ce qui fait que le conflit devient de plus en plus, de temps en temps, très, très complexe à gérer. Alors, les conflits connaissent des évolutions. En Afrique, on parle souvent du facteur ethnique. On a très vite, dans l'analyse, que ce soit des journalistes ou de certains observateurs de la vie politique et des conflits en Afrique, on convoque très rapidement le facteur ethnique pour expliquer les conflictualités. Parce qu'on vous dit, oui, au Rwanda, par exemple, ce sont les Hutus contre les Tutsis. On va en Centrafrique, on vous dit, non, ce sont les chrétiens contre les musulmans, des ethnies de tel côté contre de l'autre côté. Est-ce que c'est systématique comme ça, que ce soit les facteurs ethniques sont plus explosifs que d'autres facteurs d'explication? Non, il faut dire que c'est une analyse un peu étriquée. Les facteurs ethniques contribuent à l'aggravation du conflit, mais en tout état de cause, l'ethnie en soi n'est pas confligène. Et donc, c'est sa manipulation qui conduit donc à certaines dérives que nous connaissons et qui, bien évidemment, que les gens considèrent comme des conflits ethniques, mais à l'analyse, on se rend compte que d'autres facteurs qui font émerger ces conflits prennent peut-être appui sur l'appartenance ethnique pour rendre le conflit plus complexe. Parce que vous savez, dans une situation de crise et de conflit, c'est une fibre sur laquelle on peut très facilement tirer. Donc, l'ethnie en soi n'est pas une source de conflit. Alors, si l'ethnie n'est pas la source exclusive du conflit, est-ce que le facteur économique joue un rôle déterminant? On sait avec la sociologie de Karl Marx, on sait qu'en général, les hommes sont mus par les intérêts. Vous l'avez dit tout à l'heure également. Est-ce que le facteur aujourd'hui, c'est peut-être une lutte pour l'appropriation des moyens de l'État qui motive ces conflits-là en Afrique? Oui, bien évidemment, on ne peut pas trouver une cause unique au conflit. C'est des facteurs qui s'entremêlent, qui s'entrevêchent, qui sont à prendre en compte dans l'analyse du conflit. Alors, ce qu'il faut retenir, et là, nous devons essayer de retourner un peu en arrière lorsque nous voulons aborder la conflictualité en Afrique pour mettre un accent tout particulier sur des facteurs historiques, bien évidemment, et essayer à ce niveau de préciser que les hypothèques coloniales constituent en quelque sorte des terreaux fertiles aux conflits contemporains aujourd'hui en Afrique. Parler donc des hypothèques coloniales ne veut pas dire que nous ressassons le passé, mais c'est pour une certaine lisibilité, c'est pour une certaine objectivité de la réflexion. Puisque, vous le savez, ce n'est un secret pour personne, que la colonisation n'est pas une parenthèse. La colonisation a si elle a été une parenthèse, on ne l'a pas encore tournée. Voilà, elle a marqué fortement la société africaine et cette colonisation continue d'accompagner les Africains dans leur développement économique, politique et même social. Alors, en quoi la colonisation est une source de fragilité pour nos États? Oui, il faut le dire, il faut insister là-dessus que la colonisation a
contribué à une certaine, ce que j'appelle la désintégration géographique, politique, économique et socioculturelle de l'Afrique. Là, vous évoquez la question des frontières. Voilà, la désintégration géographique, nous parlons bien évidemment des frontières tracées par les États coloniaux et qui sont aujourd'hui les frontières de nos États théoriques. Bien évidemment que ces frontières aujourd'hui sont acceptées et les populations qui sont assujetties à ces territoires définis par la colonisation se réclament, certains se réclament bien évidemment de ces territoires, mais la manière dont ce découpage territorial a été fait n'est pas de nature véritablement à contribuer au développement socio-culturel et socio-politique de l'Afrique. Et bien évidemment, il faut tenir aussi compte des pratiques coloniales au point de vue politique, au point de vue économique, et tout cela aujourd'hui concourt bien évidemment aux difficultés auxquelles l'Afrique est confrontée. Il faut rappeler également aussi que la guerre froide n'a pas permis véritablement aux Africains de connaître une paix précaire. Et bien évidemment, après la chute du mur de Berlin, nous avons constaté que des conflits ont bien évidemment émergé. On va aborder, je pense, ces aspects-là de l'héritage colonial. On reviendra dessus. Mais en même temps, on pourrait vous retorquer que voilà, votre analyse prend un pli mental. C'est par exemple qu'avant la colonisation, il y avait des conflits en Afrique. Bien évidemment, puisque vous parlez des conflits contemporains, donc on ne peut pas parler d'un conflit contemporain sans faire recours donc, à la période coloniale. Oui, sûrement que le facteur colonial a amené à une exacerbation des conflits qui étaient là, mais je pense qu'il devait y avoir un terreau dans certaines parties bien évidemment, de l'Afrique. Bien avant l'Afrique, le continent africain a connu des conflits très violents. Comme tous les autres continents d'ailleurs. Exactement. Donc c'est un processus de transformation, un processus qui permet donc à l'Afrique, à une certaine refondation des institutions étatiques qui existaient en Afrique, mais cette colonisation vient perturber justement cette dynamique de refondation politique de l'Afrique. Bien évidemment, en évoquant la période coloniale, nous ne voulons pas seulement axer la réflexion sur les causes liées justement à cette période coloniale. Bien évidemment, comme je l'ai dit, cette désintégration de l'Afrique a été amorcée pendant la période coloniale, mais continue d'être entretenue par les élites africaines après les indépendances. Et bien évidemment, les conflits auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui doivent être aussi analysés à l'aune donc des pratiques politiques et économiques des élites africaines après les indépendances, bien évidemment. Aujourd'hui, et là, nous voulons insister sur la conception que les élites africaines ont du pouvoir et également de la gestion qu'ils en font. Et c'est un élément très essentiel qu'on doit prendre en compte dans l'analyse des conflits. Alors, le fait que nos États soient des entités pluriethniques où il y a divers groupes ethniques qui n'ont nécessairement pas a priori manifesté un désir de se regrouper ensemble dans ces espaces territoriaux, est-ce que ça joue des problèmes? Ça joue pour expliquer les problèmes conflictuels sur le continent? Oui, ces ethnies qui sont regroupées dans un territoire donné ont été toujours instrumentalisées. Et divisées pour mieux régner du colon. Voilà, pour mieux régner. Évidemment, c'est vrai qu'il y a certaines velléités de conflits entre ces différents groupes ethniques, mais ça a été accentué à dessein pour permettre au colon d'asseoir son autorité. Bien évidemment, après les indépendances, et puisque ces ethnies ont été manipulées, bien évidemment, et aussi le développement qui
qui a été mise en œuvre pendant la période coloniale a aussi créé, j'allais dire, ce que nous pourrons appeler des déséquilibres sociaux. Et après les indépendances, et là j'en viens aux causes endogènes donc, de ces conflits, après les indépendances, bien évidemment, ces élites africaines ont pensé qu'il faut bien évidemment amorcer un processus d'émergence, un processus d'édification de la nation. Et la formule qui a été convoquée est la mise en place de partis uniques. D'un creuset national dans lequel tous les groupes ethniques viendraient se fondre. Oui, et c'était une approche qui pourrait bien évidemment marcher si les pratiques de cette politique d'union nationale n'a pas été instrumentalisée pour pouvoir permettre à ces dirigeants de s'éterniser au pouvoir. Et bien évidemment, comme vous l'avez, on peut le constater, dans ces partis uniques, il y a des pratiques politiques qui n'ont pas permis véritablement aux nations de s'émerger. Ça a plutôt contribué à diviser les populations. Ça a permis aux dirigeants véritablement de satisfaire leur instinct de conservation. Le mot qui revient, oh oui, en essayant véritablement de pratiquer une politique que François Bayer appelle la gouvernementalité du ventre, ou la politique que Achille Mbembe appelle l'État théologien, où le président est vénéré, est considéré comme le détenteur de la vérité absolue. Donc, tous ces éléments mis ensemble concourent, bien évidemment, à l'éclosion des conflits en Afrique. Voilà, nous venons d'expliciter des causes encore plus profondes que sont la colonisation. Aujourd'hui, vous expliquez un peu la faillite des élites qui ont pris le relais de la colonisation, qui ont eu du mal à asseoir de véritables nations qui auraient été des garantes de l'unité, de la stabilité de nos États. Ce qui continue par expliquer le fait que les conflits se perpétuent. Aujourd'hui, on est en 2016, au XXIe siècle, il y a toujours des conflits en Afrique et on voit de nouvelles menaces émerger. Aujourd'hui, ce sont des menaces qui viennent un peu de la religion. On voit des conflits asymétriques entre des États et des groupes islamistes qui veulent asseoir leur hégémonie sur des pans entiers de territoire de certains pays. Quel regard vous portez sur ces phénomènes djihadistes, ces mouvements qui ont des revendications territoriales et qui veulent effacer les frontières des États hérités de la colonisation? Oui, cette métamorphose des conflits aujourd'hui est analysée avec beaucoup de soin parce que ces soi-disant djihadistes qui s'appuient bien évidemment sur la religion ou sur le Coran pour des revendications d'ordre politique, une sorte d'instrumentalisation politique de l'islam, bien évidemment. C'est vrai qu'il faut, dans l'analyse, tenir compte du climat qui a favorisé l'émergence de ces groupes djihadistes. Ça veut dire que on le voit en Somalie, c'est la faillite de l'État qui a permis aujourd'hui au Shebab de prospérer. Oui. Au Nigeria, c'est le fait que l'État n'a pas été ferme quand ces groupuscules se sont constitués. Et c'est le signe aussi de la fragilité de nos États, de nos constructions étatiques. Oui, comme je viens de le dire, après les indépendances, la tendance était de créer des nations, des États-nations, bien évidemment. Mais à l'analyse, on se rend compte que dans la pratique,
on n'a pas mis véritablement les moyens en place pour que cette nation-là puisse émerger. Et donc, dans cette difficulté, on doit bien évidemment s'entendre à ce que d'autres groupuscules qui peut-être n'ont pas trouvé un cadre propice de manifester ou bien de laisser exprimer leur conflit, essaient dans la mesure du possible d'utiliser d'autres moyens pour revendiquer certains droits qui peuvent être légitimes, mais je pense que c'est dans la démarche de revendication donc, de ces droits-là où que le problème se pose. Cette faillite de l'État dont vous parlez peut s'analyser sous plusieurs angles. Que ce soit au plan de la défense des libertés fondamentales, que ce soit au plan de l'émancipation même individuelle et collective, que ce soit au plan de la participation même à la gestion des affaires de la cité, que ce soit dans la redistribution des richesses de l'État. Je pense que l'État post-colonial a failli sur plusieurs pans. Et bien évidemment, il a prêté en quelque sorte le flanc à ces groupes radicaux de s'émerger et de surfer un peu sur la pauvreté, sur la frustration, sur les ressentiments de certains groupes qui, bien évidemment, ne trouvent pas un espace propice pour leur émancipation. Ceci dit, ce n'est pas pour donner raison totalement à ces mouvements djihadistes, mais il faudrait aussi dire que l'État postcolonial a prêté le flanc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ces mouvements arrivent quand même à utiliser la violence comme un moyen de marchandage politique. Et nous voyons toute l'irrationalité qui accompagne la pratique revendicatrice de ces mouvements. Une extrême violence et un seuil de plus en plus intolérable de barbarie. Voilà. Des décapitations, des crimes d'une violence extrême. Pour expliquer ces phénomènes djihadistes au niveau global, souvent on évoque le choc des civilisations de l'auteur Samuel Huntington, l'américain, pour expliquer qu'aujourd'hui, des blocs civilisationnels seraient en affrontement. Le bloc civilisationnel arabo-musulman, on sait qu'en Afrique, il y a des musulmans, contre le bloc occidental. Et une autre culture. Il y a un choc de culture pour atténuer. Il y a beaucoup qui n'aiment pas beaucoup le terme civilisation, mais on assiste à un choc de culture. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne constitue pas un nouveau facteur d'inquiétude quant à la sécurité sur le continent? De savoir que, ces gens-là, ils en veulent au mode de vie occidental, qui est celui que nous avons adopté, colonisé par l'Occident, la France, la Grande-Bretagne et les autres puissances qui nous ont colonisés en Afrique. Nous avons adopté leur culture. Donc, aujourd'hui, les pays africains se mettent dans des coalitions contre les islamistes. Les pays africains s'engagent dans le mouvement international de lutte contre les djihadistes. Est-ce que nous sommes condamnés aussi à faire cette guerre, au fond? Oui, il faut reconnaître que c'est une instrumentalisation qui est à l'œuvre dans les actions que mènent ces djihadistes. Vous allez pu comprendre que les textes ou l'idéologie qui est développée par ces djihadistes ne pousse pas véritablement les préceptes. Les pratiques sont carrément en déphasage à l'idéologie prônée. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est
toute l'Afrique, c'est aujourd'hui le monde entier qui est menacé par ces djihadistes. Vous voyez ce qui s'est passé au Mali, vous voyez ce qui s'est passé. On a vu une contagion en Centrafrique. Donc, aussi. Je pense que c'est, j'allais dire même un virus, un cancer qui est en train de se métastaser. Donc, je pense qu'on a besoin d'une mobilisation internationale pour lutter véritablement contre cette dérive djihadiste. Alors, la forme paroxystique des conflits en Afrique, c'est le génocide. On l'a vu en 1994 au Rwanda. Comment est-ce qu'un génocide se fabrique? Comment est-ce qu'un groupe ethnique peut décider d'enrayer un autre groupe ethnique? Ça, c'est quand même difficile à comprendre, ça. Oui, si l'ethnie est instrumentalisée, tout part de là. Lorsque vous commencez à considérer votre ethnie comme une ethnie supérieure par rapport aux autres, lorsque vous commencez à mettre un accent tout particulier sur certaines valeurs qui sont inhérentes donc, à votre ethnie de façon exagérée, de façon instrumentalisée, ça veut dire que vous mettez en place un mécanisme pour, bien évidemment, dénier de toute valeur universelle à votre vis-à-vis, c'est-à-dire l'ethnie concurrente. Donc, on rentre dans une sorte de singularisation de son ethnie. Et bien évidemment, lorsque vous méprisez l'autre, lorsque vous pensez que cette ethnie est une ethnie qui doit être bannie, cela se construit déjà dans la mentalité, et le génocide, bien évidemment, n'est que la manifestation visible donc, de tout ce processus de construction de l'adversaire, construction de l'ennemi. Donc une forme de disqualification très prononcée de l'ethnie, j'allais dire, concurrente. Et donc c'est bien évidemment lorsque ce processus arrive à un certain niveau, et bien évidemment l'autre groupe déshumanise le groupe ethnique adverse, et bien évidemment tous les excès sont possibles. Alors, la tendance en Afrique est à l'atténuation des conflits. On le voit depuis quelques années, les foyers de conflits se réduisent. En même temps, c'est toujours, ça reste encore il reste beaucoup à faire, et que beaucoup de pays sont encore dans les tourments des conflits. Et aujourd'hui, dans les pays où les armes se sont tues, à l'exemple de la Côte d'Ivoire, dans un certain nombre de pays, où il faut à présent rebâtir la réconciliation. Comment est-ce qu'on gère l'après-conflit? Comment est-ce qu'on répare une société qui est passée par l'adversité, par la violence, qui s'est déchirée et qui s'est entretuée? Comment est-ce qu'on arrive à ressouder le lien social dans de telles sociétés? Oui, lorsque le pas est franchi, lorsque le conflit prend toute la dimension destructrice, il est difficile, très difficile, d'arriver à une paix durable. Et c'est pourquoi, après un conflit, plusieurs actions doivent être mises en branle pour véritablement conduire cet État ou cette société qui a connu le conflit vers une paix. L'amnistie ou la justice? C'est quoi le prix de la réconciliation? Non, on ne peut pas appesantir la réflexion sur un seul élément. Il faut résoudre le problème de façon holistique. La réconciliation est un moyen, véritablement, qui conduit progressivement ce peuple ou cette population
qui a connu un conflit violent, de connaître une paix durable. Alors, ça c'est un point, mais la réconciliation n'exclut pas la justice. Parce que le plus souvent, c'est l'injustice, c'est l'impunité qui conduit des fois à l'éclosion des conflits violents. Et donc, après le conflit, il faut quand même que la justice fasse son travail. Il faut qu'il y ait d'autres mécanismes qui ne vont pas nécessairement s'appuyer sur des considérations juridiques pour régler le problème, mais également essayer, dans la mesure du possible, d'amener progressivement ces populations vers la paix. Et donc, la justice doit faire son travail. Tous les mécanismes non juridictionnels doivent aussi être utilisés pour véritablement attendre à une paix durable. Et c'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui une sorte de résilience, une sorte de résilience politique qui, bien évidemment, doit permettre à cette population, une fois le conflit n'est plus totalement ouvert, ça ne veut pas dire la cessation des hostilités, ça veut dire qu'il y a une paix, mais lorsque le conflit prend une dimension que j'allais dire, lorsque le conflit n'est plus réellement un conflit où les armes sifflent, il faudrait donc que ces mécanismes-là se mettent en place pour permettre véritablement à ce peuple-là de connaître une paix. Et comme la paix est toujours, la paix n'est pas une fin en soi, c'est un processus de longue haleine, il faudrait donc d'abord restaurer l'État. Il faut essayer de prendre en compte, bien évidemment, toutes les victimes de ce conflit-là, et cela n'est pas aisé, vous voyez. Alors, si ces gens-là ne sont pas pris en compte psychologiquement, socialement, etc., et bien évidemment, ça va constituer également des terreaux fertiles pour l'éclatement de nouveaux conflits. Merci à vous d'avoir passé ces dernières minutes à nous expliquer un peu les enjeux, les facteurs explicatifs des conflits en Afrique. Je rappelle que nous étions avec le professeur Aimé Etcheli. Il est sociologue universitaire, directeur du Centre panafricain de recherche sur la sécurité, la paix et le développement. C'est la fin de ce numéro de Crise et Identité. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro.